On n'est pas sur la diapo, Bien écoutez, merci. Bonsoir à vous toutes et à vous tous, mesdames, messieurs les maires et les présidents. J'espère que vous nous entendez. Je vous informe en préalable que, ce webinaire est enregistré, donc il sera, visionnable en replay sur notre site, du centre de gestion. Je vous informe également que vous pouvez, réagir, poser des questions, intervenir via le chat. Vous avez un petit icône en bas à droite, de votre écran, donc vous pouvez, accéder et poser toutes les questions qui, vous sembleraient utiles. Voilà, avec moi, pour la présentation, Laurent Thomas, directeur adjoint du centre de gestion et moi-même, Mickaël Thomas, le directeur du centre de gestion du Doubs. Voilà, on va passer, 3/4 d'heure ensemble. On a voulu un webinaire, sur un temps court parce qu'on est conscient de vos occupations, de vos obligations, en tant qu'élu. Vous avez peut-être aussi, pour certains, des activités, professionnelles et puis, une vie de famille. Donc ce webinaire a pour thématique, la fonction d'élu employeur, parce qu'être maire ou président, eh bien, c'est exercer, en plus de vos fonctions politiques, une responsabilité d'employeur public à part entière. Il ne s'agit, pas seulement d'administrer des services, heu, ou de porter un projet politique, il faut aussi recruter, encadrer, rémunérer, accompagner, arbitrer et sécuriser l'ensemble des décisions relatives, aux agents. Alors nous employons ce terme d'agent, parce que dans l'administration, la fonction publique, nous ne parlons pas de salariés, mais d'agents publics. Donc la gestion des ressources humaines est au cœur, vous l'aurez compris, du bon fonctionnement de votre collectivité ou établissement. Parce que vous pouvez avoir le plus beau projet politique, qu'il soit pour le mandat, si vous n'avez pas les équipes, pour les mettre en œuvre, ça peut poser des difficultés. Donc votre responsabilité d'élu employeur s'exerce dans un cadre, exigeant, administratif, procédural, parce que l'employeur territorial doit tout à la fois garantir la continuité du service public, mais aussi respecter les règles statutaires, préserver les équilibres budgétaires de votre structure, parce qu'on sait que la masse salariale, notamment, dans une commune, le budget de fonctionnement est est impacté, à presque 60 par la masse salariale. Et puis vous devez aussi maintenir un cadre de travail, lisible pour, l'intégralité des agents, que vous en ayez un, 2 ou 300. Une décision en matière de ressources humaines n'est jamais neutre. Elle produit des effets humains, des effets financiers, des effets managériaux et parfois des effets contentieux. Donc le rôle de l'élu en tant qu'employeur n'est pas, de maîtriser seul toute la technicité du droit de la fonction publique territoriale. Nous sommes, nous, centre de gestion et d'autres partenaires, à votre service et à vos côtés. En revanche, vous avez à charge de comprendre les grands équilibres, d'identifier notamment les points sensibles et surtout savoir à quel moment sécuriser vos choix. Donc l'enjeu n'est pas seulement de gérer les dossiers de manière purement administrative, mais de piloter une organisation humaine au service de vos administrés. Donc depuis votre élection, vous avez changé de rôle en effet. Pour ceux qui étaient déjà, élus, pour ceux qui sont nouvellement élus, vous êtes, décideurs, mais vous êtes aussi employeur public. Et la plupart des élus, des erreurs pardon, des élus débutants, viennent souvent de ce changement de casquette mal anticipé. Je ne connais pas de maire ou de président qui ait construit un projet politique, électoral, sur la base de la gestion des ressources humaines. Et c'est vrai que c'est une casquette que l'on découvre quand on prend ses fonctions, quand on est installé et qui peut souvent causer, des difficultés. Donc on va être là, nous, centre de gestion du Doubs, pour, vous accompagner, vous conseiller au quotidien et vous aider, à résoudre l'intégralité, des dossiers, questions, demandes ou difficultés auxquelles vous pourriez être confrontés. Alors pourquoi ce webinaire? Nous avons souhaité tout d'abord le faire, de manière assez rapprochée par rapport aux élections pour vous donner, quelques éléments utiles, quelques clés, de compréhension, hem, en étant
bien conscients, notre objectif n'est pas de faire de vous des spécialistes ou des techniciens, des experts du droit de la fonction publique, puisque vous avez d'autres partenaires, notamment nous, qui sommes là à vos côtés, mais simplement de vous donner entre le minimum que sont les obligations auxquelles vous êtes soumis et le maximum que sont l'ensemble des marges de manœuvre qui sont à votre disposition, bien essayer de vous donner les clés pour savoir comment vous situer à l'intérieur de cet éventail. Donc tout d'abord, pour vous éviter des erreurs, on l'a vu, qui peuvent être coûteuses en temps, en énergie, en argent, vous permettre de comprendre vos obligations un minima en tant qu'élu employeur, de vous permettre surtout de gagner du temps et de faire gagner du temps à vos équipes et puis, évidemment de sécuriser vos décisions. L'objectif étant simple et résumé en cette phrase, vous donner les bons réflexes, immédiatement. Alors en tant que maire ou président employeur, vous êtes responsable, de vos agents, bien entendu, puisque vous êtes chef de l'administration. Vous êtes responsable de la légalité de vos décisions et vous êtes responsable de l'impact financier, de ces décisions. Puisque chaque décision en matière de ressources humaines, engage la collectivité, l'établissement et l'autorité territoriale. Alors l'autorité territoriale, dans notre jargon, c'est le maire ou le président, c'est-à-dire le patron de la boutique. Alors quels sont les risques les plus souvent, rencontrés? Tout d'abord des conflits internes. On ne sait que trop par expérience que, des conflits internes peuvent, nuire bien sûr à l'ambiance, mais aussi au fonctionnement et à l'image de la structure. Les autres risques sont également, de commettre des erreurs statutaires au sens de la méconnaissance, du statut de la fonction publique et puis, également, de mettre en cause personnellement l'élu, dans sa fonction d'employeur. Alors, mise en cause personnelle, je dirais politique, mise en cause médiatique, mise en cause, pénale et mise en cause, financière puisque, nous sommes dépendants, de la juridiction de la Cour des comptes qui, régulièrement, rend des décisions qui condamnent des maires, des présidents, des directeurs généraux, des secrétaires de mairie à des amendes, pécuniaires personnelles pour des problématiques de gestion en matière de ressources humaines. En résumé, une erreur en termes RH, c'est souvent synonyme de temps et surtout de l'argent et des tensions. Vous aurez à faire face à 6 heu, grands axes, 6 grandes thématiques qui la première étant, recruter, la deuxième rémunérer, troisième thématique organiser et manager, quatrième thématique évaluer et accompagner, cinquième thématique gérer les situations sensibles et enfin prévenir les risques. Ces 6 thématiques seront déclinées à l'automne, sous forme de webinaires ou d'ateliers, notamment en lien avec, les associations d'élus locaux, l'association des maires du Doubs et l'association des maires ruraux. Tout cela, toutes ces thématiques, hem, sont en réalité votre quotidien en tant qu'élu employeur. Alors quelques, fondamentaux, c'est-à-dire les règles spécifiques. Dans l'administration, la fonction publique, nous ne sommes pas soumis au code du travail, mais au code général de la fonction publique, qui est la Bible. Alors quand je dis, non soumis au code du travail, sauf sur une petite partie concernant la santé et la sécurité au travail. Mais l'intégralité, ou en tout cas la très, très grande majorité des règles nous régissant figurent dans le code général de la fonction publique, donc qui est le recueil, des lois et des décrets régissant, tous les aspects relatifs aux ressources humaines. Ce code général de la fonction publique fait office dans l'administration de conventions collectives. Nous ne sommes pas soumis à des conventions collectives comme dans le privé. De même, nous ne sommes pas soumis, en cas de litige, au Conseil des prud'hommes, mais aux juridictions administratives. Donc, tribunal administratif de Besançon, en premier ressort, cour administrative d'appel de Nancy et, le cas échéant, en cassation, le Conseil d'État. Est-ce que vous si certains ont la possibilité de réagir par le chat, est-ce que vous pouvez nous confirmer si vous nous entendez correctement? Voilà, parce que nous avons eu, à l'occasion d'autres webinaires, quelques petits soucis de son.
Donc merci à vous, si vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez correctement. En ce qui concerne les compétences partagées, il est important, de pouvoir comprendre l'articulation des compétences. Tout d'abord, comme on vous l'a dit, les lois et les règlements, figurent dans le code général de la fonction publique. Elles correspondent aux règles communes nationales, applicables à tous les agents publics, sur les 3 versants, c'est-à-dire la fonction publique de l'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale pour ce qui nous concerne. Avec bien sûr des adaptations, selon les versants. Mais tout cela forme le statut de la fonction publique qui est décidé donc au niveau national, soit par le gouvernement, soit par le législateur. Ensuite, ces règles nationales et générales sont déclinées ou peuvent être déclinées plus localement par nos assemblées délibérantes, donc conseil municipal pour les communes, conseil communautaire pour les intercommunalités, conseil syndical pour les autres établissements publics sous forme de syndicats. C'est-à-dire que ce cadre national peut être adapté, amendé, précisé, réduit de manière locale. Et puis ensuite, la seule autorité compétente pour prendre des décisions individuelles, c'est le maire ou président. C'est lui ou elle qui va prendre et signer les arrêtés et les contrats. Donc les arrêtés de recrutement, les contrats de recrutement, les arrêtés d'avancement, les arrêtés de licenciement en termes de procédure disciplinaire, par exemple, c'est le maire ou le président. Je le dis parce que, on rencontre quelquefois, on nous transmet des délibérations de conseils municipaux qui créent, un poste, qui créent un emploi et c'est le conseil municipal qui décide du nom de la personne qui va être recrutée et ça n'est pas légal. C'est uniquement, le maire ou le président qui décide du candidat ou de la candidate qui va être nommé sur les emplois. Et vous voyez à droite une flèche verte, contrôle de légalité, puisque les délibérations, tout comme les décisions individuelles, doivent être en grande partie aussi, là, sauf quelques exceptions, on ne va pas vous abreuver de références, mais ayez en tête que la grande majorité des délibérations et des décisions individuelles doit être transmis au contrôle de légalité, c'est-à-dire à la préfecture du Doubs, parce que le représentant de l'État dans le département, le préfet, vérifie que tant les délibérations que les arrêtés ou les contrats correspondent bien et sont en cohérence avec le statut général de la fonction publique. Quelques règles également, fondamentales qui nous semblent, important de connaître. Tout d'abord, un principe d'égalité d'accès aux emplois publics. C'est un principe constitutionnel, donc qui figure dans la Constitution, hein, issu de la Révolution française, qui dit que tous les emplois publics doivent pouvoir être pourvus par quelque citoyen que ce soit, sans autre forme de mérite. Le principe d'ailleurs est un recrutement de fonctionnaires par concours ou par mutation, mais ça veut dire que des gens ont déjà eu le concours, préalablement. Le corollaire, c'est une obligation d'assurer une publicité des postes vacants. Alors un poste, il peut être vacant soit parce qu'on vient de le créer et qu'on n'a personne dessus, soit parce que la personne qui occupait le poste est partie, pour différentes raisons, départ en retraite, mobilité, mutation ou autre. Donc dès lors qu'un emploi est vacant, vous avez une obligation d'en assurer une publicité, de sorte que ça permette de respecter ce principe d'égal accès aux emplois publics. Donc n'importe quel citoyen, quelle que soit, sa situation géographique en France, peut candidater aux emplois ouverts dans vos structures. Alors comment se matérialise cette publicité? Ben, en fait, quand un emploi est vacant, vous devez nous en transmettre l'information au centre de gestion parce que nous avons, dans chacun des centres de gestion de France, l'obligation de diffuser, la publicité des postes sur une application, nationale qui s'appelle, le site emploi territorial. Cependant, même s'il y a une liberté, une égalité d'accès aux emplois publics, vous avez un autre principe constitutionnel qui vient, ajouter un petit bémol, c'est le principe de libre administration des collectivités locales, qui fait que, l'élu employeur a la liberté de choisir le candidat ou la candidate, sous certaines, contraintes aussi, voire, certaines conditions. Mais le principe est celui-ci, c'est que vous avez la liberté de choisir votre candidat. À l'inverse, par exemple,
la fonction publique de l'État où, un fonctionnaire peut demander une mutation et le chef de service, le directeur, la structure dans laquelle il va arriver, n'a pas son mot à dire. Vous avez cette liberté de rencontrer 2 volontés, à la fois celle du candidat et celle de l'élu employeur. Pour bien comprendre les choses, il faut avoir en tête qu'il y a 2 catégories, 2 grandes catégories, d'agents publics. Tout d'abord les fonctionnaires. C'est le principe, je vous l'ai dit tout à l'heure, le recrutement de fonctionnaires pour pouvoir remplir, les emplois publics. C'est donc le principe. Les contractuels, de l'autre côté, constituent une exception. Alors il y a toute une liste dans le code général de la fonction publique de situations, de motifs, dans lesquels vous pouvez recruter des contractuels. Mais ça reste bien une exception. Donc en général, c'est soit pour remplacer des fonctionnaires qui sont absents momentanément, congé maladie par exemple, temps partiel, congé parental, je vous passe tous les cas de figure. Mais aussi, le cas échéant, quand vous n'avez pas pu trouver un fonctionnaire, adéquat, donc qui corresponde exactement au profil que vous recherchez. Là, vous avez la possibilité de recruter un contractuel et un autre cas de figure également pour des contrats de projet, donc pour des missions, à échéance définie. La différence entre ces 2 grandes catégories d'agents publics, c'est que les fonctionnaires sont titulaires d'un grade, alors que les contractuels occupent un emploi. Qu'est-ce que ça signifie? Un fonctionnaire est titulaire d'un grade quand il a passé un concours. Ce grade lui donne vocation à exercer tous les emplois qui correspondent au grade, détenu. Je prends un exemple, le grade adjoint technique territorial. Avec ce grade, on peut être jardinier, électricien, plombier, agent d'entretien. Et donc vous, en tant que maire employeur, vous pouvez, alors je ne dis pas qu'il faut le faire et puis, humainement, il y a des choses à respecter en termes de délai de prévenance, mais vous avez la possibilité, je dirais quasi du jour au lendemain, de dire: bah, tu étais, jardinier, bah, demain j'ai besoin de toi en tant que plombier ou en tant qu'agent d'entretien. Dès l'instant que ça correspond au grade, eh bien, vous avez la possibilité, d'affecter un autre emploi. La différence, c'est que les contractuels, eux, sont recrutés pour occuper un emploi. Et donc finalement, vous voyez, en bas de page, on vous l'a mis sous forme de guillemets, la notion de garantie de l'emploi. C'est souvent quelque chose qui est entendu en disant: «Les fonctionnaires, ont la garantie de l'emploi». Bah, c'est totalement faux, puisque vous aurez compris que les fonctionnaires ont la garantie de leur grade, mais pas de l'emploi. Les seuls, finalement, qui auraient cette garantie de l'emploi, en tout cas pour une durée déterminée, ce sont les contractuels, puisqu'ils sont recrutés pour occuper un emploi. Autre différence notable, sur la notion de carrière. Les fonctionnaires ont un droit à un déroulement de carrière. Alors tout d'abord, un déroulement de carrière, je dirais automatique, en fonction de l'ancienneté. Donc à échéance régulière, 1 an et demi, 2 ans et demi ou 3 ans selon les grades, il y a ce qu'on appelle l'avancement d'échelon, puisque à chaque grade correspond une échelle indiciaire. C'est-à-dire que vous prenez, la métaphore, une échelle, vous avez des différents échelons. Eh bien, à chaque, ancienneté, donc 2 ans par exemple, eh bien, il y a un avancement d'échelon de plus en plus haut et cela permet d'augmenter la rémunération. Il y a aussi les avancements de grade, et les promotions internes. Donc autant pour les avancements d'échelon, c'est quelque chose d'automatique, donc c'est réglementaire, c'est fixé par le statut de la fonction publique et vous, en tant qu'élu employeur, vous n'avez pas la possibilité de vous opposer à cet avancement d'échelon. Par contre, pour les avancements de grade ou les promotions internes, si cela constitue un droit pour les agents publics, ça n'est pas automatique. Ce sera toujours soumis à décision de l'élu employeur. Donc pour qu'un fonctionnaire avance de grade ou ait une promotion de carrière, c'est à vous, élu employeur, de faire cette décision. À l'inverse, les agents contractuels, eux, il y a une interdiction d'évolution de rémunération qui correspondrait peu ou prou à une évolution identique à celle des fonctionnaires. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait pour autant des évolutions salariales, mais ça se fait à échéance, de renouvellement de contrat, par exemple, où là, on peut, au regard de l'ancienneté et de l'expérience acquise, envisager une évolution salariale. Voilà, mais ça ne doit pas être automatique, à l'inverse de ce qui est prévu pour les fonctionnaires.
On va passer à quelques idées reçues. Je vais laisser la parole à mon collègue, Laurent Thomas. Alors, j'espère que mon micro fonctionne bien, que vous m'entendez bien. Michael, est-ce que tu m'entends? Voilà, si vous pouvez nous dire si vous l'entendez, parce que moi je ne l'entends pas. OK, et le son a l'air Eh, d'être correct. Merci à vous. entendu. Donc, la première idée qu'on va déconstruire, c'est l'idée reçue que tout est figé dans la fonction publique. Comme on l'a indiqué, hein, il existe des règles définies par des lois, des règlements, mais qui laissent un espace de décision pour organiser les services, pour mener une politique de ressources humaines, pour définir les conditions de travail. Alors, je vais donner un exemple, hein, c'est l'exemple du temps de travail. Donc, il y a des lois et des règlements qui définissent la durée annuelle du temps de travail pour un agent à temps complet qui doit être de 1607 heures, qui définit également des garanties minimales sur le temps de travail avec 10 heures maximum par jour, 11 heures, 11 heures de repos minimum, 12 heures maximum d'amplitude par jour, 35 heures de repos par semaine. Mais néanmoins, le conseil municipal est libre de fixer, des emplois, enfin de créer par exemple des emplois à temps non complet, de définir des cycles, de définir des astreintes et l'autorité territoriale, elle, peut octroyer des temps partiels, aux agents et cetera. Donc il y a un cadre, légal et réglementaire, mais il y a aussi une possibilité de décliner ce cadre légal et réglementaire au sein de la collectivité et de manière individuelle aux agents. Donc on peut en effet, structurer et faire évoluer, sa collectivité. 2e, idée reçue, c'est celle qu'on ne peut pas moduler la rémunération. Alors, c'est un peu vrai, mais c'est surtout, faux. C'est vrai dans la mesure où on a une partie, de la rémunération qui est fixé par le cadre légal et réglementaire. C'est notamment le traitement brut indiciaire qui, comme Michael Thomas l'a indiqué, est lié au grade, à l'échelon, qui détermine un indice de rémunération. On a également un supplément familial de traitement qui est lié aux enfants à charge, donc qui est une obligation également légale. Mais à ça s'ajoute un régime indemnitaire qui, lui, est facultatif, dont le cadre est mis en place par délibération du conseil municipal et dont les montants individuels sont déterminés par l'autorité territoriale et notamment en fonction, des responsabilités, des missions, qu'ont les agents, de leur expérience professionnelle et puis, de l'engagement et de la manière de servir. Donc ce régime indemnitaire, c'est le RIFSEP, heu, donc qui est composé de 2 primes, l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise qui est en principe versée, mensuellement. Et puis le complément indemnitaire annuel, donc qui lui est versé, comme son nom l'indique, en principe annuellement et qui est lui est lié, à l'entretien professionnel et aux résultats et donc à l'engagement et à la manière de servir. Donc on peut, reconnaître et valoriser, les agents, heu, dans le cadre, de plafonds qui sont définis réglementairement. Voilà, donc vous l'aurez compris, il y a, 2 parts, principales sur la rémunération, hein, des agents publics. Une part qui s'appelle donc le traitement indiciaire, sur laquelle vous n'avez pas la main. Ça dépend du grade, de l'échelon, comme on a expliqué tout à l'heure. Ça, c'est pas modulable, c'est de droit, et cette fameuse part qui est, facultative, qui est le régime indemnitaire. Alors facultative dans sa mise en place, c'est-à-dire que vous avez la liberté, la faculté de décider par délibération de mettre en place ou non les primes, et vous avez la faculté de décider des critères de versement de ces primes, et bien sûr la faculté in fine de décider des montants individuels. Alors, troisième idée reçue, c'est celle qu'on, n'évalue pas la performance dans la fonction publique. Donc c'est une idée qui est fausse, hein, puisque depuis 2014, la notation des fonctionnaires, qui était également une forme, d'évaluation, hein, de la performance, a fait place à l'entretien, professionnel.
entretien professionnel qui est obligatoire, qui concerne tous les agents publics, qui doit être mené annuellement et dont l'objet est d'apprécier les résultats de l'agent sur l'année, sa manière de servir, les compétences qu'il a développées au regard des compétences qui sont attendues sur ses fonctions et qui permet aussi de fixer, des objectifs pour l'année suivante. Donc cet entretien professionnel, c'est vraiment maintenant la pierre angulaire des ressources humaines. C'est lui qui conditionne les décisions en matière de ressources humaines dans de nombreux domaines, en matière d'avancement, de promotion, de formation, de rémunération, hein, puisque comme on l'a vu, c'est cet entretien professionnel qui permet de déterminer, le montant du complément indemnitaire annuel qui est lié à l'engagement et à la manière de servir. Donc dans la fonction publique, on peut fixer des objectifs et en évaluer l'atteinte et donc évaluer la performance, vous pouvez évaluer la performance de vos agents. Alors ça ne doit évidemment pas être le seul moment de l'année où on se parle, mais cet entretien professionnel, c'est la pierre angulaire de tout le dispositif, hein. Voilà, c'est là où on évalue la valeur professionnelle, les résultats et donc vous avez la possibilité, de fixer des objectifs. Préalablement, les fonctionnaires étaient notés. Voilà, il y avait une notation sur 20. Alors c'était très scolaire, c'était presque une notation à la Jacques Martin. Puisqu'il y avait des 20 sur 20, il y avait des 22 sur 20 même ou des 25 sur 20, j'ai vu. Hem, donc et ça ne rimait à rien. Là, on est sur une appréciation littérale et ça permet véritablement d'avoir un échange qui doit être constructif. Idée reçue numéro 4, sanctionner, c'est impossible dans la fonction publique, voire c'est trop compliqué. Eh bien, c'est faux parce que, tout d'abord, il existe une procédure disciplinaire, donc il est tout à fait possible de sanctionner. C'est même parfois nécessaire. Par contre, le droit de la fonction publique, c'est du droit administratif et c'est un droit qui est essentiellement procédural. C'est-à-dire que, les élus, employeurs, les employeurs publics ont souvent plus de marge de manœuvre que des employeurs privés et ça, il faut le démystifier aussi, c'est quelque chose qui est souvent méconnu. Donc il y a plus de possibilités d'agir en tant qu'employeur public. Par contre, on doit davantage respecter une procédure, formalisée. Donc il existe pour sanctionner ce qu'on appelle la procédure disciplinaire. Cette procédure disciplinaire, elle prévoit notamment, une échelle de sanctions. La sanction la plus faible, l'avertissement. La sanction la plus haute, c'est, la révocation, c'est-à-dire le licenciement, la sortie de la fonction publique. Pour autant, donc s'il y a une procédure à respecter avec notamment, une consultation du conseil de discipline, qui ne fera qu'émettre un avis, qui ne lira jamais, l'employeur. L'employeur peut toujours décider d'aller contre cet avis-là, c'est un avis consultatif. Pour autant, il faut respecter la consultation. Par contre, dès lors que vous souhaitez appliquer une sanction, 3 grandes règles. D'abord, la sanction doit être justifiée. Cela signifie que la faute doit être caractérisée, matérialisée. Voilà, on ne va pas, sanctionner sur des on-dit, sur un sentiment. On doit attester de la véracité de la faute et c'est là où nous, par exemple, le centre de gestion, on peut vous accompagner pour, vous aider à matérialiser, ces faits, voire le cas échéant, conduire pour votre compte une enquête administrative, visant à récolter l'ensemble des éléments de preuve, témoignages et autres pour, qualifier la faute. Ensuite, la sanction doit être proportionnée. C'est-à-dire que, on ne va pas sortir un bazooka pour tuer une mouche. À toute faute doit correspondre, alors même s'il y a pas il y a pas de tableau de correspondance, heu, on ne va pas dire à telle faute doit correspondre telle sanction. Par contre, vous avez la charge, et là aussi on vous accompagne bien sûr, de définir, la bonne, je dirais la bonne sanction, le bon degré de sanction qui correspond au degré de gravité de la faute commise. Donc c'est ce qu'on appelle la proportionnalité de la sanction. Et puis bien, comme je vous le disais aussi préalablement, c'est respecter la procédure, juridique parce que alors j'ai été juge en tribunal administratif et également, président de conseil de discipline. J'ai été employeur aussi et c'est toujours rageant quand, finalement on perd, dans un litige devant, le tribunal administratif
pour des questions de procédure ou de forme, alors que, possiblement on avait raison sur le fond. Voilà. Donc votre responsabilité, c'est de respecter et faire respecter ce cadre-là. Autre idée reçue, c'est, l'impossibilité de se séparer d'un agent public. Mais là aussi, c'est totalement faux, puisqu'il est possible, de mettre fin à la relation de travail pour différents motifs. Soit pour des motifs disciplinaires, dans le cas d'une faute, soit pour des motifs d'insuffisance professionnelle, où là, on sera plutôt sur un constat objectif d'une inadéquation entre, l'agent en poste et les attendus correspondant à son grade. Autre possibilité, c'est pour raison médicale. Il existe, de retraite pour invalidité, licenciement pour inaptitude, physique ou, voire encore la suppression du poste. Je prends un exemple, si vous avez une école maternelle, si vous avez, par exemple 3 classes, vous avez peut-être 3 ATSEM dans l'école maternelle et puis, bah, vous allez apprendre qu'il y a une fermeture de classe parce qu'il y a une baisse d'effectifs des élèves. Et bien, s'il y a une suppression de classe, vous pouvez alors supprimer le poste d'ATSEM puisque vous n'en avez objectivement plus besoin. Voilà, même si après il y a des, obligations de rechercher des reclassements, mais ça peut conduire ensuite, sur une fin de relation de travail. En tout état de cause, toutes ces décisions sont là encore encadrées juridiquement, avec une procédure à respecter, mais par contre, sachez qu'elles existent et qu'elles peuvent être mises en œuvre. Voilà. Donc je rappelle, on ne va pas vous abreuver, d'expertise, technique ou théorique, ni de références, légales, réglementaires ou jurisprudentielles. Simplement de, vous acculturer, vous sensibiliser à quelques notions en vous disant que pour chaque décision, nous sommes là à vos côtés. Laurent pour, l'idée reçue Oui, numéro donc 6. l'idée reçue numéro 6, c'est celle qui, estime qu'il vaut mieux ne pas agir pour éviter les risques. Donc bien sûr, c'est une idée qui est totalement fausse, hein, puisque, il y a un cadre qui vous permet d'agir, voire qui vous, impose d'agir, hein, puisque le fait de ne pas agir, des fois, ça entraînerait des situations qui seraient un peu contraires à l'intérêt, public. Donc ne pas agir, c'est souvent plus risqué, qu'agir. Vous allez avoir des conflits qui sont susceptibles de s'installer au sein de vos collectivités, de la désorganisation, voire, pour, l'autorité territoriale, une perte d'autorité, compte tenu des inéquités qui sont susceptibles de s'installer au sein de l'organisation. Donc il faut, toujours décider au bon moment, de manière, sécurisée, dans le cadre légal et réglementaire, et donc le centre de gestion est là pour vous accompagner pour agir, correctement. Et puis enfin, est-ce que vous devez gérer seul les situations, en matière de ressources humaines? Ben non. Le maire ou le président n'est pas seul. Même si, les choses sont complexes, vous avez tout d'abord, possiblement, selon la taille de vos structures, des services internes, c'est-à-dire les secrétaires généraux de mairie, les directeurs généraux, les référents RH, responsables de ressources humaines et en tout état de cause, le centre de gestion. Le centre de gestion, c'est votre partenaire, un établissement public qui est là à vos côtés. Ça fait 40 ans que les centres de gestion ont été créés par le législateur et notre mission, notre cœur de métier, c'est de conseiller, d'accompagner, et d'aider les élus dans le rôle d'employeur. Voilà. Donc un bon réflexe, c'est de vous appuyer sur les bons partenaires, soit en interne si vous en avez, et ou auprès du centre de gestion. Alors quelques erreurs les plus fréquentes que l'on peut rencontrer, c'est tout d'abord, en matière de recrutement, le fait de réaliser un recrutement dans l'urgence. Alors réaliser un recrutement dans l'urgence est souvent synonyme de recruter un mauvais profil, de recruter par défaut et la conséquence, eh bien, c'est d'avoir une désorganisation durable du service, voire des services. Parce que, il arrive, quelquefois qu'il y ait des situations où, un mauvais recrutement peut désorganiser, une structure tout entière. Autre erreur, rencontrée fréquemment, c'est le fait d'accorder une prime sans cadre clair. Alors tout d'abord, je le rappelle, vous ne si le régime indemnitaire est quelque chose de facultatif, vous n'avez par contre pas le droit de créer une prime qui n'existerait pas, hem, dans le statut de la fonction publique. Voilà, il y a une liste de primes et d'indemnités, que vous avez le droit de mettre en place,
dans votre, commune ou établissement public, mais vous n'avez pas le droit de créer une prime, spécifique. Au-delà de cela, la nécessité d'avoir un cadre objectivement clair. Alors si bien sûr toute décision en matière RH est purement subjective, il est quand même nécessaire d'essayer d'apporter un semblant d'objectivité, ne serait-ce que pour éviter les inégalités de traitement ou en tout cas pour pouvoir justifier, le fait qu'il y ait des inégalités. Vous remarquez que nous employons le terme d'inégalité et pas d'inéquité puisque, il peut y avoir des inégalités de rémunération, mais qui peuvent être tout à fait justifiables. Éviter aussi, des tensions parce que, eh bien, les bruits de couloir, les gens se montrent, leurs fiches de paye ou, parlent de leur montant de prime et ça peut créer des tensions et puis, bien sûr des risques juridiques parce que c'est, source de contentieux. Tout comme le fait de ne pas formaliser une décision, c'est là aussi souvent risque de contentieux. Alors vous, en tant qu'élu, vous allez prendre des décisions. C'est ce que l'on appelle des décisions administratives. Alors, par principe, une décision administrative, normalement, elle doit être écrite, même si, la jurisprudence admet qu'il y ait des décisions administratives qui aient pu être, purement orales. Mais on conseille quand même de faire des décisions écrites. Pourquoi? Parce que ça permettra de justifier, du fond, et puis aussi d'éviter tout risque contentieux. Autre problématique souvent rencontrée, c'est laisser un conflit s'installer. Oui, parce que, mettre la poussière sous le tapis, eh bien, c'est souvent dégradation du climat de travail. C'est aussi, amplifier le problème. Alors, et ça rejoint, le dernier point, c'est, l'erreur de reporter une décision difficile. Oui, on va spoiler, vous aurez des décisions difficiles à prendre en tant qu'élu. Le maire, le président va prendre des décisions défavorables en matière d'urbanisme, de refus de permis de construire, par exemple. En matière de ressources humaines, ça va être la même chose. Vous allez, soit sanctionner, soit, refuser un avancement ou une demande d'augmentation de rémunération. Par expérience, reporter une décision difficile, c'est souvent se tirer une balle dans le pied. C'est procrastiner, reporter le problème, plus tard, on le retrouvera toujours et souvent par effet de boomerang, il aura amplifié. Et puis la tentation aussi, c'est de gérer une situation complexe de manière isolée et c'est souvent rendre fragile la décision qui va être prise. Toute situation complexe, on vous suggère un seul bon réflexe, c'est contacter le centre de gestion. Il vaut mieux éviter de nous appeler en mode pompier. C'est toujours plus facile d'être associé au début pour vous conseiller, vous accompagner sur la stratégie, même si bien sûr nous ne sommes que vos conseillers et vous resterez toujours maître de la décision. Là-dessus, pas de difficulté. Par contre, prendre la meilleure décision, en ayant été éclairé, c'est une assurance de diminuer les risques. Hem Et puis, par exemple, une autre erreur, c'est de confondre souvent en matière, on le voit en matière de volonté de séparation, confondre faute, insuffisance et difficultés personnelles. Oui, il peut y exister des difficultés personnelles entre collaborateurs et leur manager ou entre l'employeur et les collaborateurs ou inversement. Pour autant, est-ce que ces difficultés personnelles, même si elles peuvent pourrir l'ambiance et le quotidien, est-ce qu'elles constituent, une faute? Là, on est là pour vous aider à qualifier les choses. La faute, c'est une intention. L'insuffisance professionnelle, je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un constat purement objectif en disant: «Eh bien, je constate que, tel collaborateur ne dispose pas des compétences ni de l'expérience suffisantes pour exercer les fonctions dévolues à son grade». Voilà, donc vous voyez bien, on essaie de brosser de manière un peu synthétique et simplifiée, donc c'est bien évidemment pas exhaustif, mais les erreurs les plus fréquentes. Donc je vous le disais, si on peut vous suggérer un bon réflexe, c'est le centre de gestion. Pourquoi? Le centre de gestion, c'est d'abord un établissement public. Donc nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer, nous sommes une structure publique, donc une administration avec des agents publics. Mais surtout,
Nous sommes, pilotés par une gouvernance, composée uniquement d'élus locaux, donc des maires, des présidents, des maires adjoints, donc des gens qui sont vos pairs, vos représentants et qui connaissent la réalité de votre quotidien également. Donc, notre président actuel, Christian Hirsch, maire de Villars-sous-Écot. Et notre conseil d'administration est composé, de profils très divers, d'élus de petites, moyennes, grandes collectivités, rurales, urbaines, périurbaines, avec tous les profils. Voilà et donc, nous sommes une structure publique à votre service et composée de 50 collaborateurs. Notre mission et notre cœur de métier, c'est vous conseiller, vous accompagner, sécuriser vos décisions, surtout vous faire gagner du temps. Pourquoi? On vous l'a dit et vous le savez, l'adage «le temps, c'est de l'argent». Eh bien, le temps que vous allez gagner en gestion des ressources humaines, mais c'est du temps que vous allez pouvoir consacrer sur les projets politiques du mandat, sur le montage de dossiers, de demandes de subventions, sur l'ouverture au public de votre secrétariat de mairie. Hem, donc notre volonté, notre cœur de métier, c'est bien celui-ci, c'est, vous faire gagner du temps et vous accompagner en tout état de cause dans les situations sensibles. En résumé, le centre de gestion, c'est votre direction des ressources humaines externalisée, mutualisée, sur l'échelon départemental du tout. Laurent, je te laisse, préciser les champs dans lesquels nous pouvons intervenir. Oui, donc le centre de gestion du Doubs, il intervient sur l'ensemble du spectre, des ressources humaines, donc qu'on regroupe en 4 grands domaines. Un domaine qui concerne l'appui et les conseils qu'on peut apporter aux employeurs, donc dans tous les domaines, dans l'application, de la gestion du statut de la fonction publique, la rédaction, des actes et des, arrêtés, délibérations, contrats, la gestion des dossiers de retraite puisqu'on travaille en lien avec la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. On peut également faire les payes pour le compte de votre collectivité. On gère également les contentieux que vous pouvez avoir, on peut vous accompagner, hein, dans le cadre des contentieux que vous pouvez avoir avec, vos agents. Également pour faire de la médiation, les enquêtes administratives, on en a parlé. On analyse les données, ressources humaines des collectivités. On peut vous accompagner en matière de chômage. Donc on tient également le secrétariat d'une instance qui rend des avis, sur les positions médicales les congés médicaux des agents. Heu, Également, on peut assurer votre collectivité sur les risques, liés au statut de la fonction publique et donc on gère également la médecine agréée de contrôle. Un autre grand domaine, c'est le recrutement et l'évolution, professionnelle. Donc dans ce domaine-là, on organise les concours d'accès à la fonction publique territoriale et également les examens professionnels qui permettent aux agents de dérouler une carrière. On fait office également de cabinet de recrutement. On peut vous accompagner sur l'ensemble du processus de recrutement d'un agent, de la diffusion de l'offre, jusqu'au à l'arrivée et à l'intégration de l'agent au sein de votre commune. On accompagne, les agents dans leur évolution professionnelle et on les accompagne dans leur mobilité. On a également une agence d'intérim, hein. On peut vous mettre à disposition des agents, en renfort ou en remplacement, d'un agent qui est indisponible. Donc on gère également tout un pôle, qui a trait à l'éthique, publique. Donc, on rend des conseils et des avis déontologiques tant, aux agents qu'aux élus et puis un dispositif de signalement aussi de différents actes, qui peuvent intervenir dans les collectivités de violence, discrimination, harcèlement, agissements sexistes. Et puis, le centre de gestion intervient également dans tout le domaine de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels avec, des médecins, des préventeurs, des psychologues, des ergonomes et puis aussi des contrats, de protection sociale complémentaire, complémentaire santé ou prévoyance, pour les agents. Donc voilà, c'est en résumé un peu les domaines dans lesquels on intervient. On peut intervenir dans tout domaine également, à votre demande et voilà, travailler sur mesure en lien avec vos demandes.
Voilà, ça c'est important parce que notre président Christian Hirsch et le conseil d'administration, eh bien, nous donne comme directive de répondre «oui» par principe à toute demande, même si elle n'était pas, si elle ne figure pas parmi la liste de ce qui vient de vous être, énoncé par mon collègue. Toute demande, tout besoin, toute question, tout problème, on peut y répondre par principe favorablement. Je précise aussi que, de toute façon, toutes les structures qui emploient moins de 350 agents, c'est-à-dire, dans le Doubs, tout le monde, sauf la région, le département, Besançon et Montbéliard, mais toutes les structures là, qui sont connectées aujourd'hui, vous êtes obligatoirement affilié au centre de gestion et la loi vous oblige aussi à verser une contribution au centre de gestion, assise sur la masse salariale. Donc la grande majorité des services que nous vous proposons sont déjà financés par cette cotisation et donc vous pouvez y avoir recours. Après, il y a des prestations, je dirais, à façon, c'est-à-dire sur mesure, qui sont, facturées au-delà. Voilà. Donc n'hésitez pas parce que nous sommes déjà là, enfin vous avez déjà un très grand pack de services et de prestations à votre disposition. Je reviens aussi sur, la notion d'éthique publique, puisque vous avez compris, nous sommes là, les centres de gestion ont été, construits et créés pour conseiller les élus employeurs. Pour autant, on a de plus en plus de missions, soit qui sont en direction des agents eux-mêmes, soit là, vous le voyez avec le conseil et avis déontologique, en direction des élus. Donc tout élu, maire, président, vice-président, adjoint au maire, conseiller, et notamment sur les conseils et les avis déontologiques. Donc pour vous éviter les conflits d'intérêts, heu accorder une subvention à une, association dans laquelle vous êtes, président ou un membre de votre famille est président, vendre ou acheter un terrain, à la commune, dont vous seriez propriétaire, recruter quelqu'un de votre famille, voilà, tout ça, les déontologues sont là pour, vous accompagner dans votre mandat au quotidien. Donc on intervient dans de nombreux domaines, mais on intervient également à différents, niveaux d'expertise. Donc en tant qu'opérateur de production administrative, comme on l'a dit, on peut, produire, les actes pour votre compte, des arrêtés, des délibérations, des contrats. On gère également la paye à façon. On est également un centre de ressources, juridiques et techniques, hein. On peut vous apporter des conseils, dans tous les domaines RH, des conseils, juridiques, mais aussi, des conseils techniques dans la prévention des risques professionnels. On anime également de nombreux réseaux, réseau des responsables ressources humaines, réseau des directeurs généraux des services, réseau des secrétaires, généraux de mairie, réseau des assistants de prévention. On est également un fournisseur de prestations, expertes, puisque bien sûr les petites collectivités ne peuvent pas, recruter certains métiers. Donc le centre de gestion est un organisme de mutualisation de prestations expertes en matière de ressources humaines, voilà, la médecine, le psychologie du travail, l'ergonomie du travail. Et puis le centre de gestion, c'est aussi un tiers de confiance, auquel vous pouvez confier, des médiations, des enquêtes administratives, qui également, concluent des contrats, d'assurance groupe pour le compte de l'ensemble des collectivités du département. Alors pour pouvoir, continuer à vous informer, avoir accès, à toute notre documentation, vous avez, plusieurs canaux. Tout d'abord notre site internet, www.cdg25.org, dont vous pouvez retrouver tout le détail des prestations, de notre documentation, les différents outils. Il y a également une lettre d'information numérique, tous les mois qui s'appelle Actu RH, qui est là destinée plutôt, aux gestionnaires, référents ressources humaines. Vous avez ensuite un magazine qui est cette fois-ci semestriel, qui s'appelle Horizon RH et là, par contre, qui est destiné aux employeurs, aux élus employeurs. Donc le prochain sortira début juillet, donc il vous est adressé, dans chacune de vos structures. Nous organisons aussi, des webinaires comme celui-ci de ce soir, comme d'autres qui arriveront, nous en organisons, tous les mois.
sur des thématiques particulières. Et puis enfin, pour celles et ceux qui seraient, intéressés, vous pouvez nous retrouver également, sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, et vous voyez notre mascotte, Douli, la petite vache, heu, que vous pouvez retrouver sur, nos réseaux. Je vous mets en lien, l'accès à notre page LinkedIn. Voilà, et ensuite pour pouvoir nous contacter, alors pour toutes les questions du quotidien, alors que ce soit, pour, les directeurs généraux, les secrétaires généraux de mairie, les référents RH, gestionnaires RH, il y a cette, boîte qui s'appelle guichet employeur, avec le numéro de téléphone, le 99 36 2 fois. Donc on a souhaité, mettre en place, ce forme de guichet unique où vous pouvez, poser toutes les questions, demandes, besoins, sur cette seule et unique adresse, et c'est nous ensuite qui nous chargeons de, nous coordonner en interne pour vous délivrer une solution, plus qu'une réponse d'ailleurs, une solution, complète, sur toutes les questions. Et puis, alors uniquement pour les élus employeurs, donc maire et président, vous avez dû recevoir d'ailleurs un courrier de notre président Christian Hirsch. Vous avez un accès privilégié, à mes coordonnées directes, en tant que directeur du centre de gestion, donc mthomas@cdg25.org, et mon numéro de téléphone portable. Voilà, l'objectif, eh bien, c'est, sur la durée du mandat, d'aligner les ressources humaines, pour vous permettre de réussir votre mandat, et votre projet politique. Voilà, nous sommes, là à votre service sur tous ces champs, recruter, rémunérer, organiser, évaluer, gérer les situations sensibles et prévenir les risques. Merci beaucoup. Je crois que nous, arrivons à la fin de ce webinaire. On a à peine dépassé le temps imparti. Merci pour votre participation. Nous restons bien évidemment mobilisés à vos côtés, et nous vous souhaitons dans l'attente un excellent grand week-end. Merci, bonne soirée et merci pour le témoignage du maire.